Un agriculteur qui se serait endormi dans ce village de Bretagne en 1846 et se serait réveillé un siècle plus tard n'aurait pas été surpris en ouvrant les yeux. Autour de lui, les mêmes champs, les mêmes arbres, les mêmes bâtiments, les mêmes méthodes de travail, la même façon de vivre. Replongé dans le sommeil, en 1946, ce même agriculteur se réveillerait complètement désorienté en 1966, découvrant un monde où les moissonneuses-batteuses récoltent 1 hectare de céréales en 3/4 d'heure, alors qu'il lui fallait, à lui, 3 jours pour faire le même travail à la faucille. Un monde où les vaches ne vont plus dans les champs parce qu'il est plus intéressant de leur apporter dans l'étable même la quantité exacte d'aliments concentrés dont elles ont besoin. Un monde où les épis de blé et de maïs sont devenus tellement lourds qu'il faut raccourcir la paille qui les porte. Il regarderait sans comprendre ces campagnes d'où le tracteur et l'hélicoptère ont évincé le cheval, les arbres et l'homme. Cette France rurale qui se dépeuple et dans laquelle toutes les 10 minutes, un exploitant, chassé par le progrès, se résigne à mettre la clé sous la porte et à partir pour la ville. Mais si, par un coup de baguette magique, notre agriculteur était replongé dans le sommeil pour une nouvelle période de 20 ans, quel spectacle s'offrirait à ses yeux en 1986? Pour essayer de le savoir, nous avons rendu visite à ceux dont le métier est de réfléchir à ce que sera l'avenir, de préparer les évolutions, d'aménager le pays, ou tout simplement à tous ceux qui vivent déjà en avance sur leur temps. L'avenir, c'est avant tout l'affaire de la recherche agronomique qui, ici à Versailles ou ailleurs, met au point en laboratoire et dans ses champs d'essai les plantes et les animaux de 1986, des plantes et des animaux qui, grâce à ces efforts, donneront probablement des productions bien supérieures à celles d'aujourd'hui. Monsieur l'inspecteur général Raymond Février. Eh bien, pour comprendre, pour prendre conscience de l'importance de la recherche agronomique, il suffit de voir quelques aspects de l'évolution de l'agriculture depuis 20, 30 ou 50 ans. Les exemples ne manquent pas, il faut peut-être prendre les plus simples et les plus spectaculaires. Prenez par exemple la production de maïs en France, dont on parle beaucoup en ce moment. En 1905, nous produisions 5 millions de quintaux de maïs. En 1920, on produisait encore 5 millions de quintaux de maïs. En 1950, on produisait encore 5 millions de quintaux de maïs. La recherche est arrivée, la production est passée en 10 ans de 5 millions de quintaux à environ 25-30 millions de quintaux. C'est une bonne illustration, je pense, du rôle que peut avoir la recherche agronomique. Elle joue un rôle pour l'augmentation des rendements à l'hectare, quand il s'agit de production végétale, d'augmentation de production par tête d'animal, pour les productions animales, d'amélioration de la qualité, et par conséquent, elle permet à l'agriculteur de produire à meilleur coût et à qualité en général meilleure. Bon, prenons un exemple. Est-ce que vous pensez qu'on continuera éternellement à traire les vaches 2 fois par jour? Il est certain que la traite biquotidienne est une des formes modernes de servage. Quand on pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui, tous les matins, au point du jour et même dans la nuit, se lèvent pour traire les vaches, qui, le soir encore, tard dans la nuit, traient des vaches, tous les jours, 365 jours par an, on peut penser qu'il s'agit là d'un des problèmes prioritaires au point de vue économique et au point de vue social. Mais comment éviter cela? Il y a déjà une première tentative qui est faite depuis longtemps en installant des machines à traire. Mais ces machines à traire, si perfectionnées soient-elles, il faut des hommes pour les poser. Alors on peut aussi, dans de grandes étables, concevoir que par roulement, il y ait des hommes le matin et que ce soit d'autres qui soient là le soir, ou le dimanche, ou les jours de fête. C'est une voie qui implique la concentration. Et toujours, quand on voit le progrès, on se rend compte que le progrès exige la concentration. Mais il y a peut-être aussi des voies biologiques qui ont été peu explorées jusqu'à présent. Si on avait les moyens de faire une vaste enquête portant sur des milliers et des milliers de vaches, peut-être pourrait-on trouver des vaches qui accepteraient de se faire traire en donnant, par exemple, les 2 tiers ou peut-être même les 3/4 de leur lait. À ce moment-là, on pourrait envisager de développer ces souches de bonne composition et on pourrait peut-être remédier à cette forme de servage. Pour développer ces souches de bonne composition, pour arriver à sélectionner à coup sûr les meilleures bêtes, le coup d'œil de l'éleveur, les fiches, ne suffisent plus. La sélection du bétail est en train de devenir l'affaire des mathématiciens et des calculatrices électroniques. Pourquoi? Un autre chercheur, M. Poli, répond. Actuellement, on estime qu'environ 70% de notre cheptel, soit environ 7 millions de vaches, sont inséminées et fécondées par voie artificielle.
Les progrès dans ce domaine sont extraordinaires, si bien qu'on arrive à chiffrer des exemples de cette nature. Un taureau, dans un très prochain futur, arrivera certainement à procréer dans sa vie environ 100 000 descendants, et c'est un chiffre très raisonnable. Si on fait un calcul extrêmement rapide, 100 000 descendants, ça représente environ 50 000 filles pour ce mâle. 50 000 filles, si on admet qu'en France, une vache fait en moyenne 4 lactations, un géniteur de cette nature-là va donc être responsable pour l'économie nationale d'environ 200 000 lactations. Si on le choisit bien, cet animal, et on a des chiffres extrêmement précis en la matière, on arrive à démontrer que génétiquement, il peut être supérieur par rapport à ses contemporains, par exemple, disons, de 250 kg au point de vue production. 250 kg multiplié par 200 000 lactations, si je calcule rapidement, ça doit représenter 50 millions de kilos de lait. Avec le prix que vous connaissez, le prix du lait à 40 francs, le prix du lait indicatif est légèrement supérieur, mais ceci doit entraîner donc un choix judicieux d'un taureau d'insémination artificielle, 40 fois 50 millions de kilos de lait, un supplément de valeur économique brute dans la zone où ce taureau est exploité d'environ 2 milliards d'anciens francs. Il y a un travail qui semble particulièrement absurde, c'est celui du camionneur qui, avant l'aube, doit faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher quelques bidons de lait dans des fermes isolées. Est-ce que vous ne pensez pas que dans 20 ans, les vaches seront installées à proximité des villes, peut-être même dans l'usine? Il est certain qu'une fois de plus, c'est la loi du progrès de concentrer une production pour éviter tout ce qui est compliqué quand la production est dispersée. Pour le lait, c'est le ramassage rendu d'autant plus compliqué qu'on ne peut guère se permettre de laisser attendre le lait longtemps au bord des routes, sous le soleil. Il y a déjà un premier progrès cependant qui a été fait, c'est le stockage à la ferme. Vous savez qu'actuellement, on tente à avoir à la ferme des réservoirs réfrigérés qui permettent d'emmagasiner le lait de 1, 2, 3 jours, moins peut-être dans des périodes hivernales. C'est déjà une grosse amélioration. Mais cette installation frigorifique ne peut s'amortir elle-même que sur une production notable. Il serait absurde d'investir une somme importante en installation frigorifique pour un troupeau de 3 ou 4 vaches. Et malheureusement, la majorité des troupeaux français a 3 ou 4 vaches. Et c'est pour eux que se pose ce problème du ramassage. Par conséquent, qu'on prenne le problème comme on veut, on se rend compte que, malheureusement ou heureusement, la concentration de l'exploitation va devenir une nécessité économique inéluctable. Ce bétail hautement productif ne pourra être confié qu'à des éleveurs spécialisés qui renonceront à être des agriculteurs polyvalents. C'est ce que semblent avoir compris les membres de la coopérative France Bœuf. Bien là, il y a, je crois, une bonne tentative de répartition des tâches et de spécialisation. D'un côté, il y a des gens qui sont placés par des conditions naturelles pour faire naître les animaux et pour les élever jusqu'au sevrage. Ce sont les gens qui sont en général dans les montagnes. Ils font donc ce qu'ils sont bien placés pour faire. Ils cèdent leurs animaux sevrés à des gens qui, eux, sont bien placés pour nourrir parce qu'ils ont des ressources fourragères importantes. Ce sont des gens des plaines qui disposent non seulement de fourrage intensif, mais encore de céréales, mais encore de sous-produits de betterave. Et là, on a une bonne spécialisation par fonction qui va impliquer progressivement une spécialisation des techniques. Ce ne sera pas les mêmes techniques qu'on appliquera dans un cas comme dans l'autre. Et les gens seront de plus en plus forts sur le petit bout de chemin qu'ils auront à parcourir. Et je pense que cela peut préfigurer, dans une certaine mesure, cette association, souhaitable peut-être dans le monde entier, entre les régions aptes à faire naître et les régions aptes à engraisser. Les vaches laitières produisent 2 fois plus de lait qu'au lendemain de la guerre. Mais, sélectionnées ou non, elles ne donnent, comme au temps des pharaons, qu'un veau par an. Et les brebis, elles, ne mettent bas qu'un agneau et demi. C'est un problème pour ceux qui veulent abaisser les prix de revient de la viande. Monsieur Février. Le seul moyen, peut-être, pour maintenir, avec des frontières ouvertes, notre production ovine à son niveau actuel ou peut-être à un niveau plus élevé, c'est de la rendre plus intensive. Or, le moyen de la rendre plus intensive, entre autres, c'est de faire produire à chaque brebis plus d'agneaux. Nous avons abordé ce problème à la fois par la voie génétique et par la voie physiologique. Voie génétique, c'est-à-dire trouver des races ou des populations ovines qui pourraient produire non pas un agneau ou un agneau et demi, mais 2 agneaux et demi, 3 par an. Il y a des races anglaises, des races russes, comme le Romanov, qui semblent donner ces productions. Il faut aussi qu'à cette fécondité, on puisse ajouter la qualité des agneaux. Et c'est l'effort que notre laboratoire de génétique fait pour allier la qualité de l'agneau demandé par le marché français à la fécondité des races dont je vous parlais. Monsieur Perrault, vous êtes un de ces chercheurs
qui prépare, ici à la station de recherche de Jouy-en-Josas, le bétail industriel de demain. Vous nous avez déjà donné des poules qui pondent 260 œufs par an. Qu'est-ce que vous nous promettez pour les prochaines années? On a mis longtemps à découvrir que si la poule ne pondait qu'un œuf par jour, c'est parce que la Terre ne fait qu'un tour en 24 heures. Si l'on place la poule dans des climats artificiels qui lui permettent de recevoir en 24 heures 2 fois de la lumière et de l'obscurité, c'est-à-dire 2 jours raccourcis, on peut effectivement déclencher chez cette poule la poule d'un œuf supplémentaire dans cette période de 24 heures. Le problème auquel nous nous attaquons actuellement est de faire en sorte que cet œuf soit complet et en particulier qu'il ait une coquille aussi solide que l'œuf quotidien. En somme, la production de l'œuf deviendra une activité industrielle comme une autre. Elle l'est déjà un peu, mais je pense que cette tendance s'accentuera. Les poules seront élevées par bandes de 50 ou 100 000 dans de grandes usines à faire des œufs, où la plupart des opérations d'élevage seront mécanisées, et l'alimentation l'est déjà. La récolte des œufs par chaîne de transport automatique l'est aussi. Les manipulations de l'œuf, c'est-à-dire l'emballage, l'est, de sorte que depuis l'entrée de la poule dans le poulailler jusqu'à la sortie de l'œuf, disons, sur les plateaux ou dans les boîtes, les opérations d'élevage seront probablement mécanisées. Autrefois, il fallait plusieurs mois pour faire un poulet. Aujourd'hui, il ne faut plus que quelques semaines. Est-ce que vous pensez qu'on ira très loin dans cette voie? Les techniciens ont l'habitude de dire que le progrès réalisé dans le domaine de la sélection, de l'alimentation et des méthodes d'élevage contribue à raccourcir l'âge du poulet au poids commercial, c'est-à-dire au poids de 3 livres, d'environ 2 jours par an. Si vous me demandez ce qui va se passer dans 20 ans, et en prolongeant simplement la courbe de ce raccourcissement, je pourrais vous répondre que l'on fera dans 20 ans des poulets qui auront 40 jours de moins que ce que l'on fait actuellement. Or, comme ils en ont 60, nous serons dans 20 ans au poulet de 3 livres en 3 semaines, vraisemblablement. Est-ce que vous pensez que l'élevage du porc fera des progrès analogues? Je pense que l'élevage du porc est appelé à se transformer et à suivre assez rapidement la voie qu'a suivi précédemment le poulet. Je pense notamment que les recherches en cours sur l'influence de la flore microbienne pour la croissance du porc nous conduiront probablement assez rapidement à transformer les porcheries en cliniques et à élever les porcelets, disons, sinon dans le coton, du moins dans un environnement sur mesure, où ils ne se trouveront en contact qu'avec des microbes favorables et où on aura éliminé les microbes défavorables. Où en sont vos recherches sur l'alimentation des porcs? Bien, les recherches sur l'alimentation des porcs tendent à résoudre le difficile problème d'avoir un animal qui croît très vite et qui ne fasse pas de graisse. Les nutritionnistes qui se préoccupent du porc sont des diététiciens très particuliers qui recherchent des régimes qui permettront de faire beaucoup de viande et pas de graisse. Je pense d'ailleurs que ces régimes, si on les trouve, permettront également de résoudre le problème de l'obésité dans l'espèce humaine. Et je crois que l'on peut prévoir, sans exagération, qu'un jour prochain, le régime des vedettes, par exemple, ressemblera beaucoup, ou du moins sera constitué selon les mêmes principes que le régime des porcs charcutiers. Cette porcherie futuriste, propre et froide comme une clinique, existe déjà en Italie près de Trieste. Dans quelques mois, il s'en édifiera de semblables en France, et c'est dans ces usines à viande, en métal inoxydable, que seront élevés sur 1, 2 ou peut-être même 3 étages les porcs et les poulets de demain. Mais le bœuf, quel sera son sort? Quand il est jeune, le jeune veau est actuellement élevé d'une manière qui ressemble beaucoup à celle que l'on applique au poulet. Vous avez pu voir des jeunes veaux placés dans des petites loges. On les appelle d'ailleurs des veaux en batterie, que l'on élève en 3 mois avec des régimes artificiels, ou du moins avec des laits reconstitués et avec des farines qui leur permettent de devenir rapidement des veaux de boucherie. En ce qui concerne
le gros bovin. Je pense que l'on aura rapidement obtenu la possibilité de faire de la viande rouge, disons, 2 fois plus vite qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire en gros de réaliser un bœuf de 500 kilos en 1 an au lieu de le faire en 2 ou en 3, comme cela se passe aujourd'hui. Et ce sera vraiment de la viande rouge, alors qu'aujourd'hui c'est encore de la viande rose. Et le poulet de demain, quel goût aura-t-il? Eh bien, je pense sincèrement qu'il aura le goût qu'on voudra. On fait actuellement des recherches qui nous permettront sans doute assez rapidement de connaître chimiquement les substances qui sont responsables de la saveur et probablement ensuite de préparer ces substances par voie de synthèse, comme on le fait déjà pour un certain nombre de vitamines, par exemple. Et on pourra introduire dans l'alimentation du poulet des produits particuliers qui lui donneront, à la demande de la clientèle, le goût de noisette ou de framboise, ou encore le goût de pintade ou de faisan, si ça fait plaisir aux consommateurs. Dans quelle mesure ces travaux des chercheurs modifieront-ils la carte agricole de la France? C'est ce que nous avons demandé à M. Michel Cointat, directeur général de la production au ministère de l'Agriculture, l'homme qui règne actuellement sur 35 millions d'hectares de terres cultivables, mais dont le royaume rétrécit tous les jours. Avant de parler de l'avenir des productions, il faudrait voir un petit peu dans quel contexte cela va se passer. On peut dire déjà qu'il y a des progrès techniques extraordinaires et que, je ne veux pas reprendre le mot d'un de mes maîtres à l'Institut agronomique, M. Schribaud, qui disait qu'il était capable de faire pousser quelque chose dans du verre pilé place de la Concorde. Mais enfin, on peut dire qu'on peut faire pousser maintenant un peu n'importe quoi, n'importe où, et que s'il existe encore la notion d'assolement, c'est-à-dire d'alternance des productions, des plantations dans le sol, on peut dire quand même que cette notion s'est assouplie et que maintenant, les progrès de la technique permettent en définitive de se libérer de certaines contraintes de milieu. La deuxième chose que l'on peut souligner, c'est qu'on va incontestablement, qu'on le veuille ou non, mais progressivement, vers une libération des échanges, c'est-à-dire vers un certain libéralisme économique dans le monde entier. Et j'en prends pour exemple les accords du 14 juin dernier, pas sur l'Organisation mondiale des céréales, qui fait qu'on va tout de même vers une libération des échanges. Donc dans une concurrence beaucoup plus grande en matière de marché agricole. Alors, ceci étant dit, on a une certaine vocation agricole en France dominante. Cette vocation, c'est en fait de produire des protéines, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient animales, c'est-à-dire en termes clairs, de produire des céréales, d'une part, et d'autre part, de faire de l'élevage. Est-ce que ce n'est pas un énorme gaspillage de produire du beurre, au fond, dont le rendement à l'hectare est de l'ordre de 300 kg, alors que les huiles végétales ont des rendements 10 fois supérieurs? Oui, c'est exact. On peut dire qu'il y aura 300 kg de beurre à l'hectare au maximum et que, par exemple, l'huile de palme pourra faire 3000 kg à l'hectare. C'est exact. Mais enfin, il faut qu'on change peut-être la méthode dans l'élevage. Actuellement, il n'existe pas de producteurs de viande en France. Il n'existe en fait que des producteurs de lait. Et c'est le lait et les constituants du lait qui sont le revenu principal pour l'agriculteur. Peut-être que si demain on fait des producteurs de viande et que le lait ne devienne qu'un sous-produit et que le beurre ne devienne qu'un sous-produit, les conditions ne sont pas les mêmes au point de vue rentabilité. Il suffit de valoriser tous les autres produits pour que le beurre, à ce moment-là, n'ait peut-être pas la même situation économique. Et puis il y a peut-être un autre moyen, que je livre comme ça, c'est peut-être de faire boire du lait aux veaux, et ils consommeront peut-être le beurre qu'on a en trop actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, la France importera une plus grande partie de sa nourriture des pays tropicaux? Les pays tropicaux auront toujours, au point de vue culture naturelle, auront toujours un avantage sur les pays tempérés ou les pays froids, parce que, en matière de production végétale, c'est le soleil et l'eau qui font en fait la production, la valeur de la production.
mais parce qu'on raisonne en culture naturelle. Maintenant, on peut raisonner en cultures qui sont déjà plus industrielles, par exemple les cultures sous serre, qui changent complètement le problème. Et il est certain qu'à ce moment-là, on peut rattraper la photosynthèse artificiellement par la culture sous serre. Alors là, je me permettrai alors de ne pas faire de pronostic. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que jusqu'à maintenant, on a fait des cultures sous serre essentiellement dans les pays nordiques. Et on s'aperçoit maintenant qu'il vaudrait beaucoup mieux faire les cultures sous serre dans les pays plus chauds, des pays par exemple méditerranéens, parce que le coût du climat est plus cher en fait que le coût de la distance. Et puis en outre, on a un ensoleillement dans les pays méditerranéens qu'on n'a pas dans les pays nordiques, et on a tout de même des qualités de produits végétaux beaucoup plus grandes. Sous chaque hectare de ces verrières, 150 millions d'anciens francs fructifient. C'est le montant des investissements colossaux qu'il faut réaliser sous nos climats pour capter le maximum de cette précieuse lumière. Pour l'instant, les serres existent, et le problème numéro 1 est de simplifier la tâche de ceux qui y travaillent, de façon à abaisser les prix de revient. Monsieur Bannereau? La cueillette sera certainement un poste très coûteux. Une gousse de haricot, ça pèse 5 grammes, un concombre, ça pèse 300 grammes, mais il faut presque le même temps pour cueillir l'un ou l'autre. Si bien que tout progrès génétique qui permettra de faciliter la cueillette serait le bienvenu. Et un exemple, c'est la grappe. On a obtenu ce caractère dans un croisement, c'est une transgression, et on peut obtenir d'ailleurs encore mieux, je pense. Vous avez des préoccupations analogues pour les haricots de plein champ. Un nouveau facteur est apparu, c'est la diminution de main-d'œuvre qui a suscité l'apparition de machines à récolter. Ces machines à récolter les haricots sont des espèces de peignes rotatifs qui détruisent tout à fait les plantes. Il n'est pas possible de récolter plusieurs fois, d'où de nouveaux objectifs de sélection. Il a fallu créer des plantes qui se récoltent en une fois avec un rendement correct pour l'agriculteur. Et ceci amène à faire des plantes à floraison très groupée et très simultanée, de façon à ce que la machine récolte le maximum de gousses au même stade, au même moment. Quelles sont les autres cultures légumières qui seront mécanisées ou qui le sont déjà? On mécanise actuellement la tomate de conserve. Le petit pois est mécanisé depuis très longtemps. On peut envisager de mécaniser beaucoup d'espèces. Par exemple, aux États-Unis, actuellement, sont à l'étude des machines à récolter les asperges. La perte est énorme, mais le gain sur la main-d'œuvre est tel que finalement l'opération est quand même bénéficiaire. On a aussi tous les systèmes de semi-mécanisation qui sont assez inhumains pour la main-d'œuvre et qui consistent à mettre des ouvriers sur des plateaux que l'on transporte où ils cueillent au fur et à mesure des laitues par exemple ou des céleris ou des choses comme ça. En France, on ne connaît pas ça, mais aux États-Unis et en Californie, c'est très courant. Les chercheurs ne se battent pas seulement pour accroître les rendements. Ils se battent aussi pour éviter que certaines espèces cultivées ne disparaissent purement et simplement de la surface du globe, éliminées par les maladies. C'est le cas de M. Morel, inventeur d'une nouvelle méthode de reproduction de certains végétaux. Quand une plante est atteinte d'une maladie à virus, le virus ne passe pas dans l'embryon, ce qui permet d'avoir très facilement des cultures saines de plantes qu'on propage par semis, comme le blé, le maïs par exemple. Mais pour celles qu'on multiplie d'une manière végétative, comme les pommes de terre par exemple, ou par greffe comme les arbres fruitiers ou les rosiers, quand la plante est atteinte de virus, on multiplie en même temps de virus, n'est-ce pas? Alors, étant donné que le virus ne passe pas dans l'embryon, et j'ai pensé, en raisonnant par analogie, que peut-être il ne passerait pas dans ce méristème qui est constitué de cellules embryonnaires. Et effectivement, c'est ce que nous avons vérifié en prélevant ces méristèmes, ces petits massifs de cellules embryonnaires, et en les cultivant in vitro, nous avons obtenu des plantes qui étaient indemnes de virus, ceci en partant de plantes contaminées. Immédiatement, il y a eu un certain nombre d'applications. Au point de vue économique, une des plus importantes, c'était la pomme de terre. Beaucoup de variétés de pommes de terre, de variétés anciennes que les cultivateurs font toujours parce que le public y est habitué, n'est-ce pas? Comme la binge, par exemple, qui est essentiellement la pomme de terre des Parisiens, l'Institut de Beauvais dans le Midi. Donc beaucoup d'anciennes variétés étaient contaminées entièrement par un virus. Il n'existait plus un seul pied à l'état sain. Si bien qu'il était impossible de fournir aux cultivateurs du plan sélectionné sain. En appliquant cette technique de culture myristème, nous avons pu, pour ainsi dire, régénérer ces pommes de terre, c'est-à-dire les débarrasser du virus qu'elles avaient
Et de cette manière-là, on peut à nouveau fournir du plan sain aux cultivateurs. Vous avez appliqué, je crois, la même méthode aux cultures florales. Eh bien, quand les horticulteurs ont eu vent de la chose, ils sont évidemment venus me trouver parce que la plupart des cultures florales sont des cultures à multiplication végétative, n'est-ce pas? Ça a d'abord été des cultivateurs de dahlias, et puis de jacinthe en Hollande, de tulipes, et plus récemment d'œillets. Presque toutes les variétés qui sont pourtant anciennes, dans le cas de la tulipe, on cultive des tulipes depuis, je ne sais pas, peut-être une centaine d'années, n'est-ce pas, ont attrapé un virus, et ce virus est fort préjudiciable. Il cause des déformations florales, des changements de couleur qu'on appelle breaking, n'est-ce pas. Dans le cas de l'œillet, c'est plus grave parce que il y a plusieurs virus et ces virus additionnent leurs effets nocifs, n'est-ce pas? Si bien que quand l'œillet a les 4 virus qu'on connaît, il n'est pratiquement plus cultivable. Et à l'heure actuelle, comme vous avez pu en juger dans le Midi, tout le plan qu'on fournit aux horticulteurs provient de culture de méristème. Dans ces serres qui dominent la rade d'Antibes, des fleurs, des œillets, des roses. Mais cultivées selon une technique qui peut-être ouvrira des perspectives nouvelles à la production légumière. Madame Blanc, vous êtes directrice de la station d'agronomie d'Antibes. Qu'est-ce exactement que la culture hydroponique, la culture sans sol? La culture sans sol est une technique qui consiste à cultiver la plante sur un milieu entièrement artificiel. Vous savez que la plante prélève dans le sol l'eau et les éléments minéraux nécessaires à son développement. Dans la culture sans sol, l'eau et les éléments minéraux indispensables à la plante sont apportés sous forme d'une solution nutritive exclusivement minérale. Comment est-ce qu'on fait tenir la plante? On lui donne un support sableux? Le sol joue le rôle de support, effectivement. Dans la culture sans sol, ce rôle de support est rempli soit par un milieu inerte, du sable, comme vous le voyez ici, soit par un grillage sur lequel sont disposées les plantes, soit sur de la tourbe ou tout milieu artificiel absolument inerte vis-à-vis de la plante, c'est-à-dire qui ne cède ni ne retient aucun des éléments minéraux qui lui sont nécessaires. Quels sont les avantages de la culture sans sol? En culture sans sol, dès l'instant où l'on connaît les besoins exacts de la plante, on peut très bien lui apporter en quantité parfaitement définie les éléments dont elle a besoin. Le milieu parfaitement inerte sur lequel on travaille limite le développement des mauvaises herbes, limite donc le désherbage, limite la main-d'œuvre d'une façon générale. À Versailles et à Clermont-Ferrand, les laboratoires de la recherche agronomique sont aussi et surtout à ciel ouvert. Monsieur Jonard? Eh bien, le champ que vous avez ici est un champ d'essai comparatif destiné à tester la productivité des variétés de blé obtenues à la station. Nous recherchons actuellement, parmi ces variétés, celle qui donnera pour l'ensemble le meilleur rendement allié à la meilleure qualité. Pour obtenir ce rendement, eh bien, plusieurs moyens sont mis en œuvre et ce que l'on cherche surtout, c'est d'obtenir des blés courts. Des blés courts parce que résistants à l'averse et ensuite, ils peuvent supporter des quantités d'azote plus importantes qu'un blé plus long. Et en agriculture, cette verse est un inconvénient majeur, surtout maintenant qu'on utilise en grande partie les moissonneuses-batteuses. Ces blés nains, comme on les appelle déjà, vous les mettez au point par hybridation et même par une méthode d'hybridation nouvelle. Monsieur Jonard, pourquoi créez-vous des variétés hybrides? Eh bien, on cherche les variétés hybrides pour 2 raisons. La première raison, c'est que dès la première génération se manifeste sur les plantes un effet de vigueur qui est dû à l'état hybride. Et cet effet de vigueur se traduit par une augmentation de rendement chez le blé qui peut atteindre 20%, ce qui est donc une augmentation non négligeable. Ensuite, dès la F1, ou la première génération,
on peut accumuler sur cette variété hybride fin un ensemble de caractères intéressants que par la méthode classique, on est obligé de rechercher sur les descendants, ce qui est très long et souvent ce qui est un peu aléatoire. Ces fourrages à très haut rendement que les chercheurs mettent au point dans leur champ d'essai, l'animal, qui est un mauvais transformateur, n'en tire pas le meilleur parti possible. Professeur Hénin. Eh bien, l'animal ne profite que d'une partie de l'énergie et des éléments qui sont inclus dans la matière végétale, et on pourrait penser, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines civilisations, à consommer, à intensifier la consommation du végétal par l'homme. Est-ce que vous pensez que l'homme pourrait manger de l'herbe, par exemple, demain? Certainement pas directement, mais on pourrait penser, et il y a des recherches en cours sur cette question, extraire les produits qui sont dans l'herbe pour constituer des aliments propres à l'homme. Actuellement, on essaye évidemment d'obtenir ce résultat en mélangeant des graines de diverses provenances, en utilisant même ce qui aurait pu paraître autrefois comme des sous-produits. Maintenant, on pense à extraire directement, à remplacer l'estomac de l'animal par une machine, par une cornue, pour digérer en quelque sorte cette matière et en mettre les éléments essentiels à la disposition de l'homme. Est-ce que vous pensez, professeur Hénin, que notre monde continuera à être emporté par le tourbillon du progrès technique au rythme actuel? Ne risque-t-on pas de jouer les apprentis sorciers, de créer des déséquilibres qui freineront les évolutions? C'est exact. C'est-à-dire que pour qu'un progrès existe, il faut tenir compte simultanément de tous les facteurs nécessaires. Voilà par exemple des graminées de prairie qui sont d'une très belle venue. Les masses de matière verte et de matière sèche qui sont produites par ces graminées sont considérables. En culture irriguée, on arrive à 15-17 tonnes. Et il faut penser qu'on crée alors une véritable machine à épuiser le sol chimiquement. C'est là un fait nouveau, car traditionnellement, la prairie était considérée comme une culture de repos. Or, maintenant, c'est une culture épuisante, et les chiffres, on ose à peine les citer. On arrive à des exportations de l'ordre de 500 unités d'azote, 150 unités de potasse, 500 unités de potasse et 150 unités d'acide phosphorique. Si bien que cette plante qui était considérée comme une plante refaisant le sol est devenue une plante épuisante. Eh bien, pour pouvoir profiter de ces potentialités, il faudra donc que l'on sache réenrichir le sol à la mesure de ce qu'il aura été appauvri par cette culture. Alors, voyez-vous, le fait que l'on veuille intensifier certaines productions spécialisées va soulever toute une série de problèmes. C'est-à-dire qu'on va changer l'équilibre naturel et qu'il va falloir retrouver de nouvelles conditions d'équilibre. Ce sera ça la condition essentielle pour bénéficier de toutes les potentialités que vous avez vues. Depuis que l'agriculteur a cessé d'être nomade, depuis qu'il s'est mis à gratter la terre pour la faire produire, son outil de travail essentiel a été la charrue. Aujourd'hui, certains savants n'hésitent pas à prédire que cette charrue sera remplacée par des outils chimiques. Monsieur Guichard. Récemment, en Angleterre, on a découvert un herbicide aux caractéristiques très spéciales, car s'il détruit toutes les parties aériennes des plantes, il est immédiatement inactivé au contact du sol, c'est-à-dire qu'il n'a aucune rémanence qui puisse être nuisible pour la culture que l'on installera par la suite. Ce caractère très exceptionnel ouvre des horizons. Ne peut-on pas, pensons-nous, supprimer une grande partie des travaux, les façons culturales mécaniques, y compris le labour, qui ont pour seul but de détruire la végétation naturelle qui concurrence les cultures? Tout de même, le labour a une autre utilité dans l'agriculture que de détruire les mauvaises herbes. Oui, il a probablement une autre utilité. Mais nous pensons que, comme il n'existait pas d'autre moyen de se débarrasser de la concurrence de l'herbe, on a certainement prêté au labour des vertus qu'il n'a pas toujours. En tout cas, actuellement, avec la mécanisation, de nombreux labours sont très mal conduits et on est en train, dans bien des cas, de détériorer une partie du patrimoine sol. Ces labours sont conduits rapidement parce que c'est une opération qui représente l'étranglement dans tout planning de la cultivateur. On les mène vite, on affine trop rapidement la terre, on assiste à des phénomènes d'asphyxie de certaines récoltes.
on ne peut plus se permettre à l'heure actuelle de laisser une terre 4 ou 5 ans sous un fourrage artificiel uniquement pour la reposer. Ça n'est pas payant. Donc les vieux assolements traditionnels ont été bousculés et nous pensons que notre méthode peut amener un retour vers ce respect du sol qu'on a un petit peu oublié. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les conditions du travail des agriculteurs? Oui, certainement, parce qu'il y a une grosse simplification des travaux. La destruction, le labour lui-même se trouve remplacé par une simple pulvérisation herbicide. 15 jours après, le semoir entre directement dans la terre, sur le champ, je dirais, et le semoir n'est pas un outil particulièrement compliqué, c'est un semoir normal, adapté aux conditions de pénétration d'un sol qui n'a pas du tout été travaillé. Alors, les gros avantages seraient gain de temps, meilleur étalement des travaux dans le temps et probablement allègement des charges d'équipement. La suppression du labour, ce serait incontestablement dans l'histoire de l'humanité une étape aussi importante que l'invention de la roue. Mais les régions de culture céréalière et d'élevage ne sont pas les seules où les paysages et les méthodes de travail sont appelés à se modifier. Que restera-t-il du vignoble français traditionnel dans 20 ans? Déjà, quelques précurseurs préparent le paysage du XXIe siècle, un paysage où les ceps rabougris seront étirés en hauteur et deviendront de véritables arbres. Un vignoble plus facile à travailler mécaniquement et aussi, on y pense très sérieusement, à vendanger mécaniquement. Dans cette vigne, qui a cette caractéristique bien modeste, c'est que nous avons le même âge, elle et moi, nous avons 41 ans. Dans cette vigne, on a arraché un rang sur 2. Et le rang restant a été palissé d'une manière un peu plus simple que celle que vous voyez maintenant, puisqu'on vient d'y faire maintenant un second palissage en vue d'essais différents. Dès la première année, donc, il faut un peu de courage, bien sûr. On arrache un rang sur 2. On coupe l'ensemble des branches du pied de vigne en n'en laissant qu'une seule branche et qu'un seul sarment. Monsieur Mathieu, quels sont les avantages de cette technique? Tout d'abord, il y a le problème des gelées de printemps, des gelées blanches. Tout le monde sait que dès qu'on s'élève du sol, il fait moins froid et dans des cas limites, nous avons davantage de sécurité sur ce plan des gelées. Deuxièmement, sur le plan de la vie même du pied de vigne. La vigne telle qu'on la pratique habituellement, la vigne en gobelet, à l'écartement classique, pour pouvoir la travailler, il faut la rogner, il faut la cisailler, et ça ne lui fait pas de bien, alors que là, nous laissons toute la végétation marcher à son aise, donc nous avons une végétation beaucoup plus luxuriante. Alors, pour ce qui est du pied de vigne, nous pensons qu'il y a une bien meilleure santé, probablement un facteur de longévité même de la plantation. La machine à vendanger est pour après-demain. Mais que dire de ce bâtiment étrange qui s'élève dans le ciel de la capitale autrichienne et dans lequel les plantes ont enfin acquis cette possibilité de se déplacer que la nature leur refusait jusqu'à présent? S'agit-il vraiment d'une serre, monsieur Heisler? Et pourquoi est-elle si haute? Cette serre-tour a une hauteur de 42 mètres avec un diamètre de 8 mètres. Le mécanisme, c'est un convoyeur. Il offre une surface cultivable de 1000 mètres carrés. Tous les serre-tours qui sont en fonction maintenant, on fait des fleurs, on fait des plantes jeunes. Et au-dessus de là, il y a encore 5 serre-tours qui sont situés chez des universités ou des instituts de recherche. Et là, on fait surtout des expériences avec des légumes comme la laitue, les tomates. Cette serre-tour a coûté à peu près 700 000 francs. Le prix des serre-tours sont à peu près 2,5 fois le prix d'une serre conventionnelle. 2,5 fois au mètre carré? Au mètre carré, oui. Et quelle main-d'œuvre nécessite-t-elle? Cette serre-tour ici,
c'est un homme qui fait tout, mais seulement si il y a des grands changements de plantes ou s'il y a des récoltes à faire, alors il y a 2 femmes qui viennent pour l'assister. Quelle est la raison pour laquelle les plantes sont en mouvement dans la serre? Naturellement, il faut avoir un mouvement pour les placer toujours dans une situation où on peut les enlever, on peut les soigner. Aussi, il faut les passer pour l'arrosage. Les plantes, ils doivent recevoir des conditions d'environnement égaux. C'est surtout la lumière que les plantes doivent recevoir dans une quantité égale pour avoir une qualité uniforme. Quelles sont, d'après vous, les raisons pour lesquelles les serre-tours pourraient se développer dans l'avenir? La serre-tour occupe un terrain très petit, de sorte qu'on peut grouper sur un terrain réduit une surface cultivable très importante. La serre-tour que nous voyons ici, la relation c'est 20 mètres carrés de surface cultivable sur 1 mètre carré du sol. Il est possible de rester très près des centres de consommation. Les transports ne coûtent pas tellement cher et les produits arrivent fraîches et dans une qualité supérieure.